Bonjour, donc voilà, je commence. Pour ce travail, nous avons choisi de constituer un groupe de réflexion. Étant donné la complexité du texte et la profondeur de son contenu, nous avons choisi de travailler en 2 sous-groupes, chacun se consacrant à une moitié du texte de Davidson. Ensuite, nous nous sommes réunis à nouveau afin de donner de la cohérence à l'ensemble, apprendre du travail de l'autre groupe et conclure de manière collective. Nous allons vous proposer une lecture croisée, construite à partir de nos échanges. Parmi nous, certaines personnes souffrent d'un trouble du spectre de la schizophrénie, d'autres pas. Certains apportaient des éléments de compréhension et d'autres faisaient des liens avec leur propre vécu, parfois différents, mais souvent proches. Et c'est ce dialogue entre le texte et les expériences que l'on va vous partager. Dans ce chapitre, il est question d'une expérience centrale dans la schizophrénie, la perte du sentiment d'être soi-même, déjà décrite à l'époque par Eugène Bleuler. Dans notre groupe, ça a tout de suite résonné. Par exemple, Virginie nous disait, on vit avec 2 réalités et on aspire à ce que ça se rejoigne. J'ai des voix et des hallucinations visuelles. On rêve le jour. Je vis avec ça tout le temps. Mais cela a aussi été questionné. Pour Coralie, la distorsion de la perception de soi touche tous les troubles. On ne se voit pas tel que l'on est. Par exemple, dans la dépression sévère, on se voit négativement. Et dans la phase maniaque, il y a un décalage entre ce que l'on est et ce que l'on ressent. Donc, ce qui ressort, c'est que cette question du rapport à soi dépasse la seule schizophrénie, même si elle y prend des formes particulières, parfois très intenses, et qu'elle n'est pas toujours vécue de la même manière par toutes les personnes. Davidson rappelle que plusieurs approches, courants théoriques, ont tenté d'expliquer cette perte du soi. D'abord les approches psychanalytiques et existentielles, puis plus récemment les approches phénoménologiques, neuroscientifiques, psychosociologiques et métacognitives. La schizophrénie a longtemps été pensée, notamment à partir des travaux d'Émile Kraepelin, comme une maladie chronique, sans réelle possibilité de rétablissement. Et ça fait écho à des expériences très marquantes. Coralie nous rapportait « J'ai ce souvenir d'un psychiatre qui m'a dit « C'est le suicide ou l'hospitalisation à vie ». Davidson explique que cette vision s'est construite dans un contexte particulier, celui des hospitalisations prolongées. Et certaines expériences partagées dans notre groupe viennent aussi interroger cela. Par exemple, avec les médicaments qu'on me donnait, je ne me reconnaissais plus. J'ai été hospitalisée dans des secteurs fermés. On n'a plus le contrôle de sa propre vie. On peut devenir fou dans cette situation. Davidson souligne qu'il a fallu du temps pour envisager que certaines personnes restent malades parce qu'elles sont hospitalisées, et non l'inverse. Dans nos échanges, cela rappelait l'idée que la relation à l'institution peut parfois devenir très forte, pas uniquement en lien avec les symptômes, mais aussi parce que le monde extérieur peut être difficile à habiter, notamment quand on vit avec des fragilités. Et ça amène aussi à se poser une question plus large. Qu'est-ce qui relève de la maladie et qu'est-ce qui relève du contexte dans lequel les personnes vivent? Mais revenons à ce que Davidson vient interroger ensuite. Comment on perd ce sentiment de soi et comment on peut le retrouver dans le rétablissement? Pour répondre à cette question, Davidson regroupe les approches en 3 grandes voies. D'abord les neurosciences, ensuite la psychologie et surtout l'approche phénoménologique, c'est-à-dire l'étude de l'expérience vécue des personnes qui se sont rétablies, qui est celle qui sera développée dans la suite du chapitre. Concrètement, certaines approches s'intéressent au cerveau à l'adolescence, d'autres à des éléments psychologiques, comme l'estime de soi ou l'image de soi, en tenant compte aussi du rôle des relations et du regard des autres. Ces approches considèrent le moi comme quelque chose que l'on peut décrire et mesurer, mais elles ne suffisent pas à rendre compte de l'expérience vécue,
dans ce qu'elle a de singulier et d'intime. Une participante a rebondi en disant: la question de l'estime de soi est un point commun avec les autres troubles. Cela montre que ces éléments sont assez généraux, mais qu'ils ne permettent pas de saisir ce que les personnes vivent de l'intérieur, dans leur rapport à elles-mêmes. Mais, dans nos échanges, d'autres éléments sont apparus, qui ne sont pas toujours développés dans le texte. Dans le groupe, la question des traumas passés a été fortement évoquée. Ainsi, il a été dit: je voyais des corps morts, décharnés. J'avais une famille juive qui a vécu les camps. On a parlé de ça à l'école aussi. Ce sont des images qui sont restées en moi. C'est un trauma intergénérationnel. C'est comme dans un état de stress post-traumatique. Il y a des reviviscences. C'est un mécanisme de défense. Il faut faire quelque chose de tout cela. Cela montre que dans les vécus, ces dimensions sont souvent entremêlées et que certaines expériences, comme les traumas, viennent enrichir et complexifier la compréhension proposée par le texte. Mais alors, est-il possible de se rétablir? Davidson explique que des recherches menées depuis les années 60 montrent qu'une majorité de personnes diagnostiquées avec une schizophrénie se rétablissent, au moins en partie, souvent en dehors de l'hôpital. Pourtant, l'idée d'une maladie chronique et évolutive reste très présente. Deux raisons à cela sont avancées. D'abord, ce qu'on appelle l'illusion du clinicien. Les professionnels voient surtout les personnes quand elles vont mal, ce qui donne une vision biaisée. De plus, ils ne les suivent pas toujours sur le long terme, alors que le rétablissement peut prendre des années, voire des décennies. Et on retrouve cette notion dans ce qui a été partagé dans notre groupe. Dans les échanges, il a été dit: dans notre société, il faut que ça aille vite. Ou encore, le rétablissement, c'est apprendre à se connaître et à vivre avec. Et ça prend toute une vie. Une participante évoquait aussi son parcours long et complexe en disant: j'ai dû sortir des hôpitaux, des médicaments, de ces prisons mentales, sortir du statut de handicapé pour m'en sortir. Tout cela a pris beaucoup de temps de déconstruction. La deuxième raison qui explique pourquoi cette vision d'une maladie chronique reste si présente tient à la nature même du processus de rétablissement. Davidson explique que ce processus est difficile à observer parce qu'il n'est pas linéaire ni prévisible. Il se construit souvent à travers des expériences du quotidien dont la valeur n'est pas celle d'être liée au rétablissement en lui-même, mais à ce qu'elles apportent à la personne. Et là encore, les témoignages du groupe viennent illustrer très concrètement ce que dit Davidson. Julie disait qu'elle avait mis en place des choses comme marcher, aller courir ou s'éloigner de situations stressantes, sans forcément savoir que cela participait à son rétablissement. Coralie, de son côté, nomme le fait de faire des choses avec les mains pour arrêter d'être dans le mental. Une autre participante nous partageait cette image très concrète. En reprenant le judo après plusieurs années, lors d'un simple échauffement, j'ai ressenti de manière très forte et très consciente mon corps en vie. Comme si je retrouvais un contact avec moi-même, que j'avais perdu en étant enfermée dans le mental et la dépression. Et c'est exactement ce que décrit Davidson, des expériences simples, des petites choses qui ne visent pas le rétablissement, mais qui permettent de se reconnecter à soi. Finalement, cela interroge aussi ce que l'on entend par rétablissement. Par exemple, dans le groupe, on entend: pour mon psychiatre, le but, c'est fonctionner normalement avec la maladie, être en bien-être avec, vivre avec les symptômes. J'entends toujours les voix et je ne veux pas les arrêter.
Je sépare les choses, je fais une division entre ma tête et la réalité. Cela confirme que le rétablissement ne signifie pas forcément la disparition des symptômes, mais plutôt la possibilité de vivre avec et de trouver un équilibre. Cette dernière citation nous invite aussi à réfléchir. Quelqu'un relevait: je n'ai pas l'impression que les psychiatres sont dans une optique de rétablissement. Je n'ai jamais entendu ce mot, ou alors c'était dit autrement. Et cette question nous amène justement à la suite du texte que Vincent va maintenant aborder. En effet, cette question du rétablissement, elle traverse toute la suite du texte. Et Davidson va s'intéresser à une question centrale. Comment retrouve-t-on la perception de soi, sa volonté et son autodétermination? Ce qui ressort, c'est que le processus ne passe pas d'abord par des traitements, mais par des expériences très concrètes, souvent simples, du quotidien. Le groupe relève l'importance de l'ancrage dans le présent dont parle le texte. L'ici et maintenant est décrit comme un point d'appui essentiel pour faire face à l'envahissement du mental par des vécus oppressants, délirants. Certains évoquent la difficulté de se concentrer, de lire ou simplement de diriger sa conscience. Revenir au présent devient alors une manière de résister à ce qui déborde. Jean-Philippe nous dit: je demandais à aller en salle de contention, car là, il n'y avait personne. Cette phrase dit quelque chose de très fort. Parfois, le retrait ou l'isolement devient une manière de se protéger. Le groupe évoque aussi l'effet des médicaments qui augmentent la sédation. On se sent cassé physiquement et psychiquement. Cela montre à quel point le rétablissement se joue aussi dans des tensions parfois difficiles à résoudre. Mais surtout, Davidson montre que le rétablissement est profondément relationnel, social. Il ne peut pas se faire seul. Dans les échanges, la question du lien revient comme centrale. Difficulté à créer des relations sécurisantes, repli sur soi, perte de confiance, et en même temps, un besoin fondamental d'être en lien pour pouvoir se reconstruire. Davidson insiste sur l'importance d'être reconnu comme une personne. Dans le groupe, cela a été reformulé de cette manière. Le respect, c'est se regarder l'un l'autre, être reconnu. À l'inverse, la stigmatisation et surtout l'autostigmatisation ont été décrites comme particulièrement destructrices. Plusieurs participants évoquent le fait d'être réduits à leur diagnostic et la difficulté de se penser autrement que comme malade. Cette question de l'identité est centrale. Comment ne pas être réduit à sa maladie? Une image a été proposée dans le groupe, celle d'une boule à facettes, où la maladie n'est qu'une partie parmi d'autres. Une personne n'est pas qu'un schizophrène, c'est une personne qui peut être en sommeil. Davidson montre aussi que retrouver une place passe par le fait de pouvoir donner, être utile. Dans le groupe, cela nous a renvoyé notamment à des expériences de bénévolat qui permettent de retrouver un sentiment de valeur et d'appartenance. Être utile, c'est valoir quelque chose, se sentir nécessaire, être capable de donner nous donne de la valeur pour nous-mêmes. Quand on donne, on reçoit quelque chose qui nous remplit. Les échanges ont également mis en lumière une critique des institutions de soins. L'hôpital peut parfois être vécu comme très vertical, voire infantilisant, ce qui peut freiner l'autonomisation. À l'inverse, des lieux plus horizontaux permettent des relations plus égalitaires, favorisant le rétablissement. Enfin,
Comme le souligne Davidson, ce processus est lent, non linéaire et difficile à observer. Il se construit à travers des expériences du quotidien, dans le lien aux autres et dans la possibilité de redevenir une personne parmi les autres. Et le texte insiste sur un point important. Il n'est sans doute pas possible pour les praticiens de pousser ou de tirer les personnes vers le rétablissement, ni pour les personnes elles-mêmes de décider de se rétablir. Et cela nous ramène à une réflexion partagée dans le groupe. Jean-Marie, qui est psychologue, nous disait: il y a quelque chose de pessimiste. Comment être là et accueillir quelqu'un qui commence à pouvoir être là aussi? Je ne sais pas créer cette envie chez le patient. C'est comme semer des tomates. Si ça ne pousse pas, je ne sais rien faire. Il faut avoir de l'espoir pour le patient. Cela montre bien que le rétablissement ne peut pas être imposé, mais qu'il se construit dans la relation et dans le temps. Voilà quelques éléments qui ont émergé de cette lecture croisée, et peut-être que cela ouvre finalement plus de questions que de réponses.